François Legault, visiblement heureux du résultat qu'il a obtenu ce matin, un vote de confiance qui surpasse le dernier auquel il avait dû se soumettre en 2019, qui surpasse aussi celui qu'avait obtenu Paul Saint-Pierre Plamondon des délégués du PQ il y a quelques semaines. Comment interpréter ce résultat? Voyons voir ce qu'en pensent mes collaborateurs. Alec Castonguay est animateur de Midi Info et 6 Premières. Chantal Hébert est chroniqueur au Toronto Star et au magazine L'Actualité. Et Michel Séauger est analyste politique à la presse et Radio-Canada. Bon dimanche à vous trois. Bonjour. Bonjour. C'est un gros score quand même, Alec. Comment est-ce qu'on... parce qu'on se disait, M. Legault, l'effet troisième lien, ça va venir le plomber un peu. Tout le monde disait, ah, ça va être au moins en haut des 90. Mais là, comment il a réussi à dépasser le score de 2019? Bon, d'abord, c'est clairement pas de la base militante que va venir le moindre couac sur François Legault. C'est un parti qui a été fondé du haut vers le bas. Il est le père fondateur et les militants ont clairement envoyé le message que si un jour il veut quitter, ce sera de son plein gré ou alors ce ne sera pas les militants qui vont le mettre à la porte. Ça me semble assez clair. Malgré les louvoiements dans certains dossiers assez importants depuis quelques mois. Oui, il y a le troisième lien. L'immigration aussi depuis un an. Ouais. On change de cap à tous les 3 ou 4 mois. On fait de la réflexion ouverte. On fait des déclarations qui ne sont pas suivies de gestes ou d'actions. Alors, immigration, troisième lien, aurait pu donc peut-être éroder la confiance d'un certain nombre de militants délégués. Ça ne fut pas le cas. On est clairement ici davantage là, dans un parti discipliné où qui ne fait pas beaucoup de débats, choisissez l'angle que vous voulez, qui ressemble à celui de Jean Charest à l'époque où il était premier ministre. Là. C'est né ce militant libéral là, qui avait levé la main pour avoir une enquête publique sur l'industrie de la construction et personne n'avait secondé sa motion. Ouais. On est plus dans cette discipline-là ou dans le manque de débat que dans le Parti québécois que François Legault a connu du milieu des années 90 où on brassait Lucien Bouchard allègrement. Ou alors même de Robert Bourassa, fin 80, début 90, avec Mitch, avec La Langue, ou là, un certain Mario Dumont avec Laquais Laporte et tout. Donc, on n'est pas du tout dans le brassage d'idées là, actuellement à la CAQ. On est plutôt dans, on estampille la volonté de François Legault et de son Conseil des ministres d'aller quelque part. OK. Michel, ensuite Chantal. Michel. J'avais plus l'impression de voir une assemblée d'actionnaires qu'une assemblée de partis politiques. Les actionnaires, ils veulent que la compagnie marche. Et si elle donne des bons résultats, ils sont très, très contents de la direction de la compagnie. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le vote de confiance à M. Legault. Il n'y a pas beaucoup de débats de fond dans ce parti-là. Dans les autres congrès de la CAQ, c'était pareil. Alors, on veut que ça marche. Et des choses comme le troisième lien, ça a peut-être un effet dans la population, mais ça n'a pas un très grand effet auprès des membres de la CAQ qui, eux, disent « Hey, faut que ça marche bien. On est avec M. Legault. » Je l'ai déjà dit, ce parti-là pourrait s'appeler le Parti François Legault, puis ça serait pas mal pareil. Oh, Chantal, là, évidemment, c'est les militants. Il y a de la grogne au sein de la population concernant le troisième lien. Est-ce que ça veut dire que M. Legault peut tourner la page là, aujourd'hui? Il n'y avait pas de page à tourner avec ces militants-là. On est dans le genre de congrès où on cherche ceux qui se sont trompés en votant et qui n'ont pas voté oui à François Legault. C'est là qu'on est. Alors, il n'est pas allé là. Il n'a pas passé la fin de semaine, mais je me souviens, et ceux qui étaient là aussi, de Thomas Mulcair, qui est en campagne pour sa propre job. John Turner, à l'époque où Jean Chrétien lui faisait de l'ombrage, avait passé des congrès complets à tourner la page. Mais là, il n'y a rien à tourner. Michel a raison. La CAQ, c'est une bonne nouvelle pour François Legault, parce qu'il n'y a pas besoin de se préoccuper d'une fronde à l'intérieur de son parti qui inévitablement finirait par être une fronde au sein de son caucus. Mais c'est pas une si bonne nouvelle que ça pour la CAQ, dans le sens où ça veut dire que la coalition Avenir Québec est encore d'abord et avant tout le véhicule de François Legault plutôt qu'un parti. Mais en toute justice, pour ceux qui couvrent la scène fédérale, est-ce qu'on en a vu beaucoup des partis au pouvoir qui ont des immenses débats d'idées? J'ai regardé les images d'hier des débats sur les résolutions. Il y avait un pas mal plus grand nombre de délégués qui participaient au moins à ces votes-là que ce qu'on a vu au congrès du Parti libéral fédéral la semaine dernière. Oui, effectivement. C'est vrai, je me suis fait la remarque aussi en regardant ça hier. Bon, tout ne peut pas être rose, Michel. Il doit y avoir des écueils. Là. Cette fin de semaine, c'est la nomination du juge ami de Simon-Jolin Barrette. Qu'est-ce que M. Legault doit surveiller à partir de maintenant? Qu'est-ce qu'il guette? Quand on a 90 députés puis qu'on a le contrôle absolu de l'Assemblée nationale et de la machine comme ils l'ont, le danger, effectivement, c'est que des gens
sans nécessairement nommer des incompétents, qui nomment des amis, puis que ces amis-là sont peut-être compétents, mais ça donne l'impression non pas d'un manque de transparence, parce qu'il y a des règles, mais d'un manque de jugement. C'était pas obligé de nommer son meilleur chum, les juges à la Cour du Québec. Il l'a fait quand même, M. Joël Barrette, il faut qu'il s'en défende. Ça mène tout le gouvernement sur la défensive. On a vu M. Girard qui en avait aussi des proches comme ça. C'est pas la première fois, alors on va pas commencer à se déchirer la chemise là-dessus, mais il faut qu'il fasse attention à ça, parce que ça donne une impression que à la fin, on est là pour se servir plutôt que pour servir. Et ça peut, à la longue, avoir un effet sur l'opinion publique. C'est pas un juge puis un membre de conseil d'administration quelque part qui vont faire cette perception-là. Et si ça devait se reproduire beaucoup, ça, c'est une autre affaire. OK. Chantal et ensuite Alec, mais Chantal, parce qu'il avait quand même réussi à l'éviter un peu, ce genre de problème-là qui semble toucher chaque gouvernement à un moment ou à un autre. Durant le premier mandat, on n'avait pas vu ce genre d'épisode-là quand même. Où on les avait moins cherchés. C'est sûr qu'un parti qui est au pouvoir pour la deuxième fois dans une situation avantageuse comme celui-là va découvrir, et ses membres aussi, qu'ils ont de plus en plus d'amis. Si on faisait une page Facebook, on verrait une montée vertigineuse de gens qui se souviennent tout à coup des liens d'amitié qu'ils ont avec l'un et l'autre. Et effectivement aussi, on peut pas décider que tout le monde qu'on a connu est exclu de tout pour tout le temps qu'on est au pouvoir. Et il y a une certaine absence de logique là-dedans. Donc, la façon de s'en prémunir, c'est effectivement de multiplier l'obligation de se désister de certaines discussions, de déclarer son conflit d'intérêts au niveau de l'amitié, mais de dire on va exclure du coup tout le monde qu'on a connu en chemin pour ici, ça me semble une grande injustice pour les malheureux qui ont été amis avec des gens qui aujourd'hui sont ministres. Oui, Alec. Depuis la commission Bastarache, en 2011, sur la nomination des juges, le Québec est de loin le processus le plus rigoureux de nomination des juges. Peu importe la province, et même à Ottawa, où on a encore le goût de considérer le penchant politique du candidat. Hein? Ça s'est vu encore récemment, où on vérifie qui était dans libéraliste, la base de données du Parti libéral, par exemple. Bon, il n'y a pas de ça à Québec. La composition du comité de sélection est extrêmement diversifiée, rigoureux, et ceux donc qui le traversent avec un examen, ma foi, assez compliqué, réussissent à se rendre jusqu'à la fin, sont de très bons candidats. Et donc le juge Gosselin, maintenant juge, est certainement très qualifié. D'ailleurs, personne ne remet ça en question. Et il y a une raison pour laquelle un ministre de la Justice ne partage pas sa liste de nominations avec ses collègues. C'est pour éviter ce qui s'est produit sous Maître Bellemare, avant la commission Bastarache, où le premier ministre, puis un ministre, puis un ami commence à dire « Ben moi, dans ta liste, cette personne-là, je l'aime mieux que l'autre. » Alors, la liste, elle est restreinte. Sous-ministre, ministre de la Justice, c'est tout. Personne d'autre ne voit la liste. Par contre, quand on arrive dans une conciliation entre l'amitié aussi étroite d'un candidat et le ministre, je suis d'accord avec Chantal, peut-être qu'on devrait maintenant donner un dernier tour de vis à ce processus-là, où on devrait peut-être, pour des raisons exceptionnelles, dire que quelqu'un d'autre devait prendre la décision finale. Et là, je ne parle pas de quelqu'un qu'on a croisé, avec qui on a déjà plaidé, parce que le ministre de la Justice, évidemment, est dans le milieu du droit depuis longtemps, connaît plein de gens. Mais quand on a célébré le mariage de cette personne-là, quand il a écrit notre vignette dans l'album définissant, il y a là une proximité plus grande que la normale, et peut-être qu'on aurait dû dire la décision finale revient au premier ministre ou à tel ministre, et moi, je me récuse de la discussion. C'est peut-être le dernier tour de vis qui reste pour des cas très exceptionnels qui se présentent rarement, pour que là, on ait vraiment un processus parfait. Et ça s'est produit dans ce cas-ci. Ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise nomination. Ça veut peut-être dire qu'il faut encore apprendre à donner peut-être une dernière petite tour de vis à ce processus. Michel, rapidement, oui. Les comités qui désignent les juges qui vont être soumis au ministre de la Justice, c'est dans la composition du comité, dans le code d'éthique du comité, de dire si vous connaissez quelqu'un, vous devez le déclarer. Cette logique-là pourrait s'appliquer au ministre. Ça ne fait pas un gros tour de vis, mais ça serait une garantie de plus. Bon. Alors, il y a des petites améliorations à apporter. On verra ce que ça va donner, mais ça fait passer une mauvaise fin de semaine à Simon-Jolin Barrette, ça c'est sûr. Je vous amène sur le terrain fédéral. Il y a des élections partielles qui s'en viennent dans 4 circonscriptions au Canada. Et là, il y a déjà un candidat qui s'est déclaré. C'est quelqu'un qu'on connaît bien. Je vais vous faire entendre sa conférence de presse de vendredi. I'm proud to announce that I'm, putting my name forward in the upcoming by-election in your riding.
Maxime Bernier, un autre tour de piste, cette fois-ci dans Portage-Lisgur au Manitoba. Chantal, qu'est-ce que ça veut dire, la candidature? Qu'est-ce qu'on surveille de cette candidature-là dans la partielle de Portage-Lisgur? En 2021, avec le vent du mouvement anti-mesures sanitaires dans le dos, c'était la circonscription où le parti de M. Bernier, qui n'était pas candidat dans cette circonscription, mais qui était candidat plutôt dans Beauce, a obtenu 22% des suffrages. Aujourd'hui, le vent est tombé. Il y a un nouveau chef conservateur qui a fait des clins d'œil justement au mouvement anti-mesures sanitaires. Le test, évidemment, c'est est-ce que M. Bernier a encore autant de tirs en dos ou plus, ou est-ce que l'élection de Pierre Poilievre et le style de Pierre Poilievre vont permettre une fois pour toutes, on parlait de tourner la page, au Parti conservateur fédéral de tourner la page sur le bas de page qu'a été jusqu'à présent le Parti populaire de Maxime Bernier. Alors, mettons, là, on jase. Mettons que le jour du vote, il y a 35% des électeurs qui votent pour Maxime Bernier et son parti. Ça serait une extraordinairement mauvaise nouvelle pour Pierre Poilievre et ça ouvrirait la porte à une série de problèmes. Mais à l'inverse, si Maxime Bernier fait moins, il y a du chef, là. S'il fait moins, c'est sa troisième tentative, il n'a pas réussi dans Beauce, son parti va devenir un bien moins gros nuage et un bien moins gros pensez-y bien pour le Parti conservateur fédéral. Bon, hochement de tête du côté de Michel. Pour la petite histoire, le candidat du Parti populaire du Canada avait obtenu 22% des votes, sauf erreur, la dernière fois dans Portage-Lisgur. Vous surveillez quoi, vous, Michel? Je surveille l'effet combiné de Bernier et de Poilievre. Il y a quand même un virage à droite, on peut discuter de combien prononcé il était avec l'arrivée de M. Poilievre. Est-ce que ça coupe les ailes de Maxime Bernier ou si au contraire, ça lui donne du vent dans les voiles? Moi, je suis pas sûr de ça, mais ça va permettre de juger ça. Et si M. Bernier fait pas une très bonne figure là, c'est déjà un parti qui est pas très solide, qui n'a pas de député au Parlement. La question, c'est est-ce qu'il va continuer encore très longtemps? C'est ça, j'allais dire, parce que c'est un peu un test pour M. Bernier, Alec. S'il réussit pas, s'il perd son pari là-bas, c'est un peu la fin des haricots là, pour le Parti populaire du Canada. C'est la meilleure circonscription au pays, selon les résultats de 2021. Et si donc le chef s'y présente et ne fait pas mieux que les 22%, on se demande à quel endroit ce serait plus payant pour lui de se présenter ou d'aller espérer avoir un député. Donc, il faut qu'il fasse mieux que 22%. Est-ce qu'il peut gagner? J'en doute. La situation des conservateurs dans les sondages est bonne. Pierre Poilievre est très populaire. Donc, les circonstances sont pas là pour Maxime Bernier, je pense, pour l'emporter. Mais s'il faisait mieux que de 22%, on pourrait dire, bon, il y a encore un courant, un certain tyran d'eau qui n'est pas à l'aise avec Pierre Poilievre, qui aime les positions extrêmes de Maxime Bernier. S'il fait moins et substantiellement moins, on se demande à quel endroit ça va mieux aller que là. Alors, au Manitoba, il est allé souvent au Manitoba, Maxime Bernier, dans la dernière année et demie. Ouais. C'est là où il ramasse souvent le plus grand nombre de ses supporters. Les grosses foules sont souvent au Manitoba. Donc, il y a dans les régions rurales du Manitoba un certain appel pour le Parti populaire du Canada. Mais il y a aussi un certain appel pour Pierre Poilievre, qui domine dans les sondages et qui est très populaire auprès de sa base. Alors, les circonstances vont être difficiles pour lui quand même. Chantal. Les électeurs de Portage-Lisgur vont devoir se demander qu'est-ce qu'ils veulent le plus, refaire la bataille des mesures sanitaires et autres ou se débarrasser de Justin Trudeau. Et si la question de l'urne, c'est pour les électeurs conservateurs, là, on s'entend, se débarrasser de Justin Trudeau, dans ce cas-là, l'avantage Poilievre, mais avec un A majuscule. Je vous ferai néanmoins remarquer qu'il va y avoir 4 élections complémentaires. Une au Québec, ici, dans Westmount-Ville-Marie, pour remplacer Marc Garneau. Une à Winnipeg, pour remplacer un ministre libéral. Et une dans le sud-ouest de l'Ontario, à Oxford. 2 circonscriptions libérales qui sont plus ou moins sûres. 2 conservatrices qui sont plus ou moins sûres, mais plutôt sûres. Et qu'est-ce qu'on va surveiller? Des batailles entre conservateurs. Dans le cas de Maxime Bernier au Manitoba. Mais à Oxford, il y a eu tellement de bisbilles au moment de l'investiture du candidat conservateur que l'ancien député, qui a été député, Dave McKenzie, pendant 19 ans, a annoncé qu'il faisait campagne pour les libéraux. Alors, c'est quand même remarquable. Le parti est en avant dans les sondages, il y a un nouveau chef, et on va avoir 4 élections complémentaires dont l'intérêt va être des batailles entre conservateurs.
Ça va rendre... C'est particulier. C'est particulier. Ça rend le travail de journaliste particulièrement intéressant, par contre. Ça va rendre la couverture intéressante. Alex, Chantal, Michel, c'est tout le temps qu'on a. Je vous dis merci beaucoup. À la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.